Attends, Christian, merci. Merci. Bon, ben, moi, je vais me lever, puis je vais venir un petit peu devant parce que ça me permettra de vous voir un petit peu vous tous et de ne pas être caché derrière la caméra et puis l'écran. Donc, en fait, peut-être que j'ai même pas besoin de parler parce que peut-être que certains savent déjà ce que je vais dire. Donc, j'ai quand même essayé de faire en sorte que ce ne soit pas trop des répétitions. C'est terrible parce que c'est la première fois que c'est enregistré et il y a des choses que je répète. Donc là, les gens qui verront à l'avance la présentation sur Internet et qui me reverront quelquefois refaire les mêmes mauvaises blagues seront peut-être un petit peu déçus. Donc on va parler d'approche interactionnelle sur le Web 2.0. L'idée en fait c'est de compléter avec ce qu'a fait ce matin Katerina. C'est-à-dire que je ne vous redirai pas ce que c'est que le Web 2.0, je pars du principe que sauf Alzheimer, c'est bon. Donc l'idée est plutôt de voir un petit peu le côté didactique. Et je vais commencer par deux diapositives qui sont un peu chargées, mais qui sont un petit retour en arrière pour essayer de replacer un petit peu. Françoise et puis Muriel ont parlé de fantasmes lors de la première session. Je reviendrai un petit peu sur les fantasmes dans les années 90, quand Internet émerge, beaucoup utilisé déjà aux États-Unis, surtout sur des services de réseautage et d'échange en ligne, sur des réseaux généralement fermés, d'ailleurs, au départ, sur Interchange. Tout à coup, ça a suscité mais des attentes, des espoirs. Henry Portin parle déjà en 2001 de fantasme de l'ouverture. Donc on s'est dit, ça va tout changer. Ça va modifier les choses, les cours de langue vont plus être les mêmes, les gens vont plus apprendre de la même façon, etc. Et quand on regarde un petit peu maintenant avec le recul, c'est se demander mais qu'est-ce qui a vraiment changé et qu'est-ce qu'on peut peut-être changer, hein. Donc c'est un petit peu dans cette perspective que je vais travailler aujourd'hui avec vous. Donc le fantasme, à mon avis, qui est récurrent, c'est ce fantasme de l'ouverture. On a vu le mot plusieurs fois, on l'a entendu plusieurs fois. Et donc j'ai repris là quelques citations de personnes qui ont écrit dans les années 1990, c'est-à-dire vraiment dans la toute première phase des recherches sur Internet. Je vous ai mis des citations en anglais et une en français. En fait, ce qu'on attendait, c'était de pouvoir avoir accès au vrai monde, là où il y a des vraies personnes qui parleraient la vraie langue. Donc, je ne voudrais pas mettre Françoise dans un courroux quelconque, mais il y avait cette idée d'authentique qui apparaissait et qui revenait en permanence. On va voir la langue authentique et on va pouvoir avoir un accès à l'authenticité. Maintenant, comme l'ont dit Françoise et Muriel, l'authenticité, oui, mais qu'est-ce qu'elle devient une fois qu'elle a été didactisée, c'est une autre question. Et puis l'ouverture, la première ouverture, c'était de se dire on va sortir de la classe. Ça va permettre de dépasser les murs de la classe. C'est des expressions qu'on revoit en permanence dans le domaine français aussi, puisque François Mongenod, en 98, écrivait justement que la caractéristique la plus importante du projet, donc c'est un projet en ligne, est sa capacité à faire sortir des murs de l'institution. Donc on allait être amené à communiquer avec d'autres personnes qui étaient en dehors de l'institution. Dans la recherche du côté germanophone, on avait exactement la même chose, hein. Il ne faut pas se dire que d'un côté, il y en avait qui fantasmaient plus que les autres, hein. Ils fantasmaient tous de la même façon. Ruschow, qui est probablement la personne qui à l'époque était la référence dans le monde germanophone, disait justement ça va permettre une communication authentique, ça va permettre justement de dépasser le groupe classe, le groupe des apprenants, et de dépasser les limites de la classe traditionnelle, de l'enseignement-apprentissage des langues. Ces limites qui avaient été déjà bien étudiées dans les années 70 jusqu'à 2000. Et puis après, tout à coup, c'est comme s'il y avait eu une perte d'intérêt pour ces limites. Mais dans les années 70, on voit beaucoup d'études sur des classes qui ne sont pas forcément des classes de langue. Dans les années 80, on voit pas mal de choses sur les interactions dans les classes de langue et les limites dans les classes de langue. Je pense que tout le monde connaît Francine Sicurel, qui s'est fait un nom justement sur ces analyses. Et on s'est dit, Internet va permettre d'aller au-delà. On va pouvoir justement franchir les limites que nous imposait le cadre des 4 murs de la classe de langue. Alors ces limites, elles ont été, j'en ai mis quelques-unes, hein, il y en a d'autres, hein, mais j'ai retenu celles-là parce que c'est celles qui sont souvent emblématiques dans ce genre de choses. La première, c'est de se dire, il y a
les interactions sont quand même, dans la classe de langue, très fortement dominées par la relation verticale entre l'enseignant et l'apprenant. On sait très bien que finalement, c'est l'enseignant qui a le pouvoir de la parole. C'est lui qui donne la parole, c'est lui qui empêche de parler. Hein, c'est comme une activité qu'on a souvent, surtout dans le secondaire. Hein, on doit bien gérer la parole. Et puis on sait en plus dans les études qui ont été faites, alors les statistiques, quelquefois les gens aiment bien les statistiques, ça va de 60 à 80%, en gros, si on voit la littérature, de la parole qui est occupée par l'enseignant. Vous me direz, on ne déroge pas beaucoup dans le séminaire, on ne déroge pas beaucoup à cette tradition, puisque la parole, elle est là, elle est donnée ici, le pouvoir de la parole, il est ici, en quelque sorte, hein, comme dans une classe traditionnelle. Donc, on avait cette dissymétrie. Et puis, en plus, on se rend compte, dans les analyses, et pas simplement dans les analyses, je vous donne un petit exemple littéraire, que le prof joue son rôle de prof et que l'apprenant joue son rôle d'apprenant ou son métier d'apprenant, selon les terminologies qu'on peut utiliser, et qu'en fait, ils ne sont pas vraiment impliqués comme des personnes. Alors, je pense que vous connaissez tous Ionesco. La cantatrice chauve est généralement très connue. L'inspiration de la cantatrice chauve, c'est quand même largement des manuels pour apprendre l'anglais, langue étrangère. Et Ionesco, et je n'ai pas vérifié avant, maintenant ça va être enregistré, mais il a écrit des petites scénettes qui s'appellent quelque chose comme scénettes pour étudiants américains. Et il y en a une que j'aime beaucoup. Il y a un prof là qui arrive dans sa classe. Il est un peu en avance. Il ne se rend même pas compte que les élèves ne sont pas là. Il commence son cours. Il se rend compte. Finalement, les élèves arrivent. Et puis, je n'ai pas le droit de franchir cette ligne, donc je ne vais pas franchir la ligne pour aller vers vous. Mais le prof va vers un élève et il lui dit « Jean-Marc, comment vous appelez-vous » Je crois que c'est Jean-Marc. Je ne suis pas sûr d'ailleurs. Et le brave Jean-Marc dit « Je m'appelle Jean-Marc ». Et là, le prof est très content. Il lui dit « Vous êtes un élève intelligent, vous me comprenez. Hein, » Jean-Marie, d'ailleurs, il s'appelle. Et puis, il va vers une élève et puis il lui demande « Marie-Jeanne, comment vous appelez-vous » Et elle répond « Je m'appelle Jean-Marie, monsieur. » Mais en fait, ce que je dis toujours, chaque fois que je fais une formation, ça fait beaucoup rire les profs de langue. Et pourtant, c'est ce qu'ils font tous les jours. Ils posent des questions dont ils connaissent les réponses. Et je dis toujours, moi, la bonne réaction, quand vous distribuez un texte et que vous posez des questions sur ce texte, la réaction communicativement logique des apprenants, ce serait de vous regarder et de dire vous n'avez pas compris ? Parce que c'est ce qui se passerait dans la vie. Imaginez-vous que ce soir, vous rentiez chez vous, vous regardez une émission de télévision avec la personne qui partage votre appartement. Là, vous regardez les informations à 8 heures. Et puis après le premier documentaire, là, il y a votre partenaire, là, à côté de vous, qui se tourne vers vous et qui dit « De quoi ça parle ? Il y avait combien de morts ?» Et là, je suis sûr que vous allez le regarder et vous allez vous dire « T'as un problème ?» Donc, mais dans la classe de langue, ça nous paraît tout à fait naturel. Et pourtant, on dit qu'on enseigne la communication. Hein, mais on pose beaucoup, finalement, ce genre de questions qui, dans la vie, nous empêcheraient de communiquer. Hein, c'est-à-dire qu'on fait en fait souvent le contraire de ce qu'on fait dans la communication. Et ça a été pas mal analysé. Et Bange, en 92, dans un article, finit par dire que l'approche communicative est un leurre. Parce qu'en fait, il n'y a pas de véritable force communicative. L'important, c'est la forme. Et lui, il analyse notamment chez des apprenants où on se rend compte qu'il donne une réponse qui est correcte, mais avec un point d'interrogation à la fin. Parce qu'ils en font une question sur est-ce que c'est correct ? Est-ce que c'est correct, non pas simplement dans le contenu, mais est-ce que c'est correct dans la forme ? Et donc, en fait, la communication passe au deuxième plan. On est plutôt dans la forme que dans de la communication. Mais c'est dû aussi au paradoxe, en quelque sorte, de la classe de langue, qui est on utilise la langue pour apprendre la langue. Quand vous êtes en histoire, vous utilisez la langue pour apprendre l'histoire, mais vous n'utilisez pas l'histoire, en quelque sorte, comme un outil pour apprendre l'histoire. Donc on a un paradoxe sur lequel, évidemment, on est
perpétuel, je dis grand écart. Qu'est-ce qu'on fait ne fait pas? Donc ça, c'est déjà un élément sur lequel on bute. C'est que théoriquement, on apprend à communiquer, mais on communique peu, ou on ne communique pas pour de vrai. Et puis, on a peu de partenaires de communication. Alors là, les analyses montrent quasiment toutes que les interactions les plus fréquentes qui ont lieu, c'est entre l'enseignant et l'apprenant. L'enseignant pose une question, c'est le cas traditionnel, et l'apprenant y répond. C'est le modèle qui a été largement analysé. Et puis quand on fait travailler les étudiants entre eux, bon, ça vous le savez tous, hein, je pense, vous dites travail de groupe, et hop, ils se retrouvent avec leurs petits copains, hein, avec lesquels ils travaillent généralement, à côté desquels ils sont généralement assis, et donc finalement ils interagissent avec relativement peu de variété. C'est-à-dire que c'est toujours un petit peu les mêmes personnes avec lesquelles ils interagissent, quand ils interagissent dans la langue étrangère dans laquelle ils devraient interagir. J'ai enseigné pendant 20 ans le français langue étrangère en Autriche. Quand je disais travail de groupe, ça voulait dire on va causer allemand. Mais finalement, c'est normal, c'est leur langue de communication la plus aisée. Et puis, ils peuvent très bien communiquer en allemand pour réaliser la tâche qu'on leur demande de faire en français. Donc, on se retrouve dans ce genre de situation assez fréquente. Alors, on s'est dit, bah oui, on va dépasser tout ça. On va pouvoir communiquer avec les gens à l'extérieur, on va pouvoir communiquer, justement, on va pouvoir avoir de véritables interactions. Et puis, quand on regarde un petit peu la recherche, et puis quand on regarde aussi les livres qui sont sortis ces dernières années en proposant des activités qui utilisent Internet, qu'est-ce qui est vraiment fait ou qu'est-ce qui est vraiment analysé? La première chose qu'on remarque, dans les années 80, enfin la deuxième partie des années 90, on a beaucoup analysé les interactions au sein du groupe d'apprenants. Et de se rendre compte que ça augmente le nombre d'interactions entre l'enseignant et les apprenants aussi, parce qu'on s'envoie des mails ou des choses dans ce genre-là. Ça augmente les interactions quand on fait un chat. Ça, il y a beaucoup de recherches qui ont été faites là-dessus, par exemple sur un chat ou sur un forum entre les apprenants. Ils interagissent plus que dans une situation normale. Ensuite, il y a eu la première ouverture, sortir de la classe de langue. Ça a été surtout, c'est ce que je dis, moi, c'est simplement abattre un mur. Pas abattre les 4, mais en abattre un. En fait, c'est comme si on jouxtait deux classes qui sont distantes. C'est ce qu'on a beaucoup dans les projets de télécollaboration. On fait travailler un groupe ici et un groupe là-bas. Et en quelque sorte, on fait tomber un des murs de la classe. Donc, on a déjà une ouverture tout à fait de la classe. Mais on reste dans le milieu éducatif. Et là, je citerai l'ami et Zourou 2013, le livre... voilà, celui-là, là, c'est dans le dernier chapitre, je crois, dans la conclusion, qui disent que justement, ce genre d'interaction, elle est toujours limitée finalement au scénario qui est proposé et qu'elle reste encore confinée quelque part dans les murs de la classe. Alors très rapidement, je vais vous donner un petit exemple d'une analyse que j'ai faite sur ce genre d'activité, mais là avec une ouverture à des tierces personnes. C'est-à-dire, ça arrive, vous ouvrez un forum pour vos étudiants et vous invitez des personnes qui sont de langue généralement native, enfin qui sont natifs, et on fait discuter nos étudiants avec ces natifs. Alors, j'ai fait une petite analyse. Je ne dis pas que ce que je dis aujourd'hui est généralisable, là. Attention, mais je donne simplement un exemple pour montrer que, quelquefois, on pense qu'on va dépasser les limites, mais qu'on ne les dépasse pas. Que simplement, on reste dans le fantasme, en quelque sorte. C'était une expérience qui a été menée dans une université irlandaise avec il y avait 22 diades, donc 22 étudiants qui étaient en relation avec 12 francophones sur un forum qui avait été créé par l'enseignante. C'est les étudiants qui devaient choisir un sujet de discussion, un sujet d'actualité, en fait, et ils devaient discuter avec un partenaire francophone au sein de ce forum. Il y a eu 140 et quelques messages que nous avons analysés. On a analysé les contenus, et puis on a fait des entretiens aussi pour voir un petit peu pourquoi ça s'est passé comme ça, qu'est-ce qui s'est passé réellement, questionnaire et entretien. Et on a analysé aussi la forme. Alors, je vous donne simplement deux résultats. Le premier, on a compté, en quelque sorte, les éléments
qui, dans les messages, montrait une implication au niveau de l'affectif, de l'émotion. On a compté les émoticônes et on a compté ce dont les Français sont très friands, les points d'interrogation qui se répètent, les points de suspension qui n'en finissent pas, etc. Et là, vous avez le résultat. À gauche, c'est les étudiants. Sur 145 messages, il y a eu 4 émoticônes ou signes d'émotion, de sentiment. Chez les Français qui étaient nettement plus âgés que les étudiants en moyenne, on a quand même eu, c'est pas énorme, on a eu 24 signes, ce qui n'est pas énorme toujours, puisqu'il faut diviser par 2. En fait, sur les 145, on a la moitié qui sont chez les étudiants, la moitié qui sont chez les Français. Mais il y a quand même un fort décalage. Les étudiants qui, dans leur pratique habituelle, on le sait par les interviews, utilisent les émoticônes, là, les ont quasiment pas utilisés. Et puis on leur a demandé, alors il y a plein d'autres résultats qui vont un petit peu dans la même direction, on leur a demandé justement quel a été leur ressenti, comment est-ce qu'ils ont vécu ça. Et pourquoi, notamment, ils ont fait attention à la langue, pourquoi est-ce qu'ils ont fait attention à leur français. Alors tous, ils ont dit, on a fait beaucoup attention à notre français, etc. Et en fait, quand on leur demande pourquoi, il y avait un item, parce que je pense que mon partenaire français s'attendait à ce que j'écrive dans un bon français. Non, pas du tout. Simplement, ils savaient qu'ils étaient lus par le prof. Ils étaient lus par le prof, ils étaient évalués par le prof. Et si vous regardez là ces quelques réponses des étudiants, ils disent, oui, au final, en fait, c'était pour avoir une note qu'on a fait ça. C'était pas pour communiquer avec les francophones, hein, c'était pour avoir une note. Et puis quand il dit, on a dû le faire pour notre note. Ou alors la dernière, l'étudiant numéro 18, qui dit, finalement, pour nous, c'était just an educational thing. C'est-à-dire que ce n'était pas de la communication. Et il y en a même certains qui ont dit, une qui a dit, finalement, non, on n'a pas vraiment discuté, il n'y a pas eu d'échange réel. Elle s'est rendue compte qu'il n'y a pas eu d'échange. En surface, il y a eu des échanges. En surface, il y a des fils de discussion avec quelqu'un qui répond à quelqu'un qui répond à quelqu'un qui répond, etc. Et alors, une dernière petite question qu'on leur a posée aussi, on leur a demandé, mais vous n'êtes pas intervenu sur les fils de discussion des autres. Ils sont toujours restés sur leur fil de discussion. Ah non, mais pourquoi ? Et on a une étudiante qui nous a donné la réponse en disant, en fait, on en a beaucoup parlé entre nous. Parce qu'ils se connaissaient, c'était des étudiants en présentiel qui devaient faire cette activité en plus. On en a beaucoup parlé entre nous, on aurait bien aimé intervenir sur le fil des autres, mais on ne savait pas si le prof voulait qu'on le fasse ou qu'on n'avait pas le droit. En fait, donc le prof, non seulement, en quelque sorte, faussait la communication, faussait la façon dont on utilisait la langue, et en plus, il empêchait de communiquer, sans le savoir, parce que la collègue, elle avait de très très bonnes intentions. Elle s'était dit, on va ouvrir, on va discuter avec des francophones, ça va être une motivation, ça va être, etc. Alors, ils ont appris beaucoup de choses au niveau interculturel, qui a été analysé par la collègue de son côté. Mais on se rend compte que finalement, l'utilisation de la langue est quand même assez guidée par le prof. Alors moi, sur ce sur quoi je travaille, c'est un petit peu là-dessus. Là, je vais faire un tout petit peu de théorie pour remettre un petit peu dans le cadre. Je travaille sur l'invisible, sur ce qu'on ne voit pas. C'est assez difficile, mais c'est un petit peu... L'autre jour, dans l'avion, j'ai regardé une émission sur l'énergie sombre. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est que l'énergie sombre, mais il semblerait que notre monde, le cosmos, soit composé à 75% de matière noire et d'énergie sombre. L'énergie sombre, c'est ce qui... non, je ne vais pas dire de bêtises. Mais en gros, c'est ce qui fait tourner la machine, quoi, tout ça. Mais on ne peut pas la voir. Justement parce qu'elle est sombre, elle est noire et on ne peut pas la voir. Mais on sait qu'elle existe. On sait qu'elle existe parce qu'elle a des impacts, parce qu'elle a des effets. Et en fait, moi, je dis en linguistique et en didactique, je travaille sur cette énergie sombre de la construction de sens. Sur l'interaction sociale. Et souvent, on ne me comprend pas, je vois que c'est pas tout à fait, on n'a pas compris exactement. Je ne travaille pas sur l'interaction langagière. C'est-à-dire que je dis, on peut très bien avoir une interaction sociale sans avoir d'interaction langagière. Et l'idée qui est derrière, c'est de se dire que tout est dans la co-énonciation. C'est-à-dire que quand on parle, le sens
Le sens, il n'existe pas en soi, mais le sens, il émerge à chaque fois. Alors, je vais vous donner un petit exemple tiré de ce matin. On avait une petite discussion là au sein de l'équipe de Halsik. Qui est-ce qui allait être président de séance pour la séance de Eva? Et j'ai pris Eva parce qu'elle a un prénom biblique. Et il y a quelqu'un qui s'est porté volontaire et qui a dit « Oh ben moi je peux faire Eva » ou « Je fais Eva ». Mais je fais Eva, ça veut dire quoi? Alors dans la situation que je vous ai décrite, c'était clair pour tout le monde qu'elle allait assurer la présidence de la séance dans laquelle Eva allait parler. Mais ça pourrait être Dieu qui dit tout à coup, je fais Adam, puis après je fais Eva. Hein, en allemand, Eva c'est Ève. Donc, ou bien, ce serait dans une répétition de théâtre, il y a le rôle de Eva. Qui est-ce qui lit Eva? On fait la première réunion là autour de table, et puis il y a quelqu'un qui dit, bah, moi je fais Eva. Donc on voit que cette phrase, tant qu'elle n'est pas située entre des personnes qui partagent quelque chose, elle n'a pas de sens. Elle n'a un sens qu'au moment où elle surgit et qu'elle est interprétée par les différentes personnes. Alors moi j'aime beaucoup cette définition de la communication qui est donnée par un philosophe du langage dans un livre pas toujours facile à lire, mais qui a de temps en temps le chic de la formulation avec des mots très simples. Et pourtant, quand on les lit 3 fois, puis on se dit, mais il y a quelque chose derrière. Et il dit qu'en fait, parler, c'est dire à propos de quelque chose avec quelqu'un. Et je pense que c'est intéressant, il dit, ce n'est pas dire quelque chose à quelqu'un, mais c'est dire à propos de quelque chose avec quelqu'un. C'est-à-dire qu'on parle de quelque chose, ici on parlait de la présidence de séance, on en parlait entre nous, on avait des repères communs, on le disait avec les autres, et c'est grâce à cet avec les autres que le sens est apparu, et que personne n'a pensé qu'on allait créer Eva de toute pièce tout à l'heure. Donc, c'est ce genre de choses, et il me semble que dans toute la communication, c'est ça qui est important. Je suis très conscient en ce moment qu'entre ce que je dis et ce que vous comprenez, il y a une différence. Mais qu'elle est partout, et que chacun comprend un petit peu quelque chose d'autre et qu'il y a un sens qui émerge dans plusieurs endroits. Donc, et la deuxième chose, c'est que dans tout ce qu'on fait dans la vie, dans tout ce qu'on dit, on est influencé, et non seulement influencé, mais contraint par la relation dans laquelle on est. Alors, je vais vous prendre mon exemple traditionnel qui va être grillé après avec la vidéo, mais je vais vous prendre l'exemple, je fais beaucoup de formations de prof de FLE, évidemment, donc je prends l'exemple de la quiche lorraine. Parce que la quiche lorraine, c'est mondialement connu chez les profs de FLE. Donc je vais vous prendre 3 quiches lorraines. La première quiche lorraine, je vais prendre la perspective féminine, il y a plus de femmes que d'hommes, les hommes m'en excuseront. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez, là. Pendant 2 minutes, là, vous pouvez rêver, fantasmer, vous aussi. Vous n'êtes plus marié si vous l'étiez, vous n'êtes plus en couple, rien du tout. Vous avez rencontré un homme. Et, mon Dieu, il vous plaît. Et vous lui plaisez. Alors vous allez prendre un premier pot un soir, et puis vous retournez prendre un pot, et puis vous vous dites, là, je l'invite à la maison, et je lui fais une quiche lorraine. Ça, c'est la première. Ah, vous êtes prof de FLE aussi, je ne vous ai pas dit. Ah, la première quiche lorraine. La deuxième quiche lorraine est moins difficile à imaginer, même si vous n'êtes pas prof de FLE. Vous avez le directeur de votre institution dans laquelle vous travaillez, centre de langue ou UFR ou je ne sais quoi, qui vous dit on va faire une journée porte ouverte. Journée porte ouverte, il faudrait un buffet. Et toi, tu pourrais pas nous faire une quiche lorraine? Ça, c'est la deuxième. 2 quiches lorraines. Ah non, la troisième est complètement irréaliste, mais après tout, c'est pas grave. Vous rentrez ce soir chez vous. Et puis vous vous dites, j'ai faim. Et là, vous vous dites, vous avez l'idée de la soirée, je vais me faire une quiche lorraine. C'est la 3e quiche lorraine. Eh bien, je suis sûr que les 3 quiches lorraines, vous ne les ferez pas dans les mêmes conditions. Parce que l'interaction sociale, le pour ou le avec qui vous allez la faire, mais le avec qui dans l'esprit, dans l'invisible, je parle toujours d'invisible, moi, l'autre personne, elle est toujours là, l'autre personne pour qui vous faites la quiche lorraine. Les interactions sont différentes.
Donc vous n'allez pas la faire de la même façon. Et je dis, moi, personnellement, l'interaction minimale, c'est l'interaction que vous avez avec vous-même. Parce que certains vont me dire, oui, mais la dernière, où est l'interaction? L'interaction, elle est avec vous-même, ce soir. Il y a certains d'entre vous qui vont rentrer chez eux et se dire, je fais une quiche Lorraine pour moi, faut que ce soit la meilleure quiche Lorraine possible, parce que c'est pour moi. Et puis il y a ceux qui vont se dire, oh, c'est pour moi, j'ai faim, il faut que ça aille vite. Et qui vont prendre la quiche Lorraine congelée qu'ils ont dans le congélateur. Donc, on n'a pas la même relation à soi-même, en fonction d'ailleurs du jour, etc. Donc, l'interaction sociale minimale est l'interaction sociale que l'on a avec soi. Et ensuite, on a d'autres interactions sociales avec d'autres personnes. Alors là, j'ai pris un cas très très simple, parce que c'est le cas d'une interaction sociale quasiment unique, hein, avec une personne. Dans la réalité, c'est beaucoup plus complexe. Là, je suis dans une situation, par exemple, extrêmement complexe d'interaction sociale, parce que je parle à la fois devant un public d'enseignants LANSAD, mais je parle aussi à la fois devant des collègues, je parle à la fois devant des gens qui sont dans la même revue que moi. Donc, quelque part, je dois avoir en tête en permanence, et je dois avoir en tête quelque part qu'il y a une caméra, enfin 2 caméras qui tournent et qui sont en train d'enregistrer les bêtises que je suis en train de raconter. Donc, on est dans une situation beaucoup plus complexe, en fait, ici. Donc, tout ça pour revenir sur ce que disent les philosophes, et je reciterai Griot que vous avez ici. En fait, qu'est-ce que c'est que savoir communiquer? Savoir communiquer, dit-il, c'est savoir agir en adéquation à la relation engagée. C'est-à-dire agir en accord avec la relation, avec les personnes avec qui je suis en relation. Alors, tout à l'heure, mes étudiants irlandais, ils savaient très bien le faire. Parce qu'en fait, quelle était la relation dominante? C'est la relation avec le prof. Eh bien, ils agissaient en adéquation avec la relation avec le prof. Mais c'est quand même pas ce qu'on veut faire en permanence. On ne veut pas qu'en permanence, ils apprennent à nous parler, et à nous écrire. Donc moi, ça m'amène à repenser, je me dis, à repenser les choses qui nous semblent peut-être un petit peu acquises maintenant, notamment la notion de tâche. Pour l'instant, si vous regardez le cadre européen de référence, mais si vous regardez aussi Noonan ou d'autres spécialistes de la tâche, en gros, dans la classe, il y a 2 types de tâches. Il y a la tâche de répétition, rehearsal task chez Noonan. C'est la tâche qui est proche de la vie réelle, qui ressemble à ce qu'on fait dans la vie, qui reflète la vie. Si on prend alors sur le CECR, elle s'appelle tâche authentique. En anglais, le authentique, en fait, la version originale, c'est reflecting real life, ou real world, real life, reflecting real life. Donc c'est un reflet de la vie. C'est quelque chose qu'on sera amené peut-être à faire un jour dans la vie, tel qu'on pourrait la faire, tel qu'on pourra l'avoir peut-être un jour. C'est l'idée de perspective d'ailleurs. En anglais, la version originale aussi est action-oriented approach, alors qu'on avait la task-based approach. Et cette différence de terminologie, quelquefois, on fait comme si elle n'existait pas. Mais en fait, le oriented, la perspective, une perspective, c'est aller vers l'avenir. C'est-à-dire qu'on repousse l'utilisation à plus tard. Et je trouve que le cadre, très symboliquement, parle de l'usager et l'apprenant. Il y a d'un côté l'usager et d'un côté l'apprenant. Mais l'apprenant, il n'est pas encore censé être tout à fait dans la vie réelle. Le deuxième type de tâches qu'on a, les tâches de répétition, chez Noonan, c'est activation task. Donc on a plusieurs façons de les nommer. C'est les tâches, comme tout à l'heure, celles dont je vous ai parlé, c'est celles qui permettent d'acquérir une compétence langagière spécifique. Par exemple, quand vous distribuez un texte et que vous posez des questions sur ce texte, quoique je ne suis pas sûr que ça aide à vraiment comprendre. Mais on est dans une tâche qui est là dans le cadre du cours de langue, c'est vraiment pour apprendre, pour développer la réception, pour développer la production, etc. Donc c'est 2 types de tâches. Alors moi, ce qui m'a frappé, c'est qu'en fait, chez tous les spécialistes, quasiment tous, ils se réfèrent à la vie réelle. C'est-à-dire que, Françoise, par exemple, avec Narcicon, parle de tâches réalistes, donc on a cette idée. Nicolas Guichon parle aussi de réalisme, d'autres parlent de plausibilité, Penilla et puis Mongenod. Le cadre parle d'être proche de la vie réelle, de refléter la vie réelle. Et puis il y a les autres qui sont assez éloignés de la vie réelle.
Et moi, ce qui m'a toujours interpellé, c'est de se dire, mais on parle beaucoup de la vie réelle, mais elle est où? On a le droit de s'en approcher, mais on n'a pas le droit d'aller dans la vie réelle, semble-t-il, dans l'enseignement. Et c'est de là que je me suis dit, il y a peut-être un domaine à explorer et se dire, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire dans la vie réelle? D'où l'idée que je développe de tâches ancrées dans la vie réelle. Je reviendrai sur ce ancré parce qu'en fait, c'est une tâche qui va avoir un lien avec la vie réelle, où on va avoir une communication avec des gens vraiment à l'extérieur de la classe, dans le monde réel, à l'extérieur de la classe. Je ne dis pas que la classe n'est pas un monde réel, hein. Attention, hein. Je ne dis pas non plus qu'il faut arrêter les autres tâches. Je dis simplement qu'il faut peut-être compléter ce qu'on fait. Attention, hein, je ne fais pas table rase du reste. Donc l'idée de tâches ancrées dans la vie réelle, c'est des tâches qui dépassent l'interaction au sein de la classe et qui est justement un pied quelque part dans la vie réelle où l'apprenant va pouvoir interagir avec des personnes différentes dans une interaction sociale spécifique. Alors je vais vous prendre quelques exemples. Alors là, c'est le moment où en fait il faudrait couper la caméra. Et puis habituellement, je prends l'exemple que français. Mais là, aujourd'hui, je me suis dit, après tout, il n'y a pas de raison que les Anglais ne prennent pas non plus une petite égratignure. Donc, j'ai pris des tâches qui sont disponibles en ligne et qui sont des tâches qui sont données pour de l'évaluation. Alors, je suis conscient que ce sont des tâches qui sont données pour de l'évaluation et donc que ce n'est pas la même chose que des tâches qui sont données pour l'apprentissage. D'accord ? Sauf que, vu que les examens de Cambridge et du DELF sont tellement répandus maintenant, que ces tâches sont devenues des tâches qui sont passées dans les manuels pour certaines, ou qui sont passées dans les pratiques. Hein. Alors vous connaissez ceux qui préparent à Cambridge, il y a l'écriture d'une petite note, une petite carte postale, ça existe aussi à Cambridge. Et là, j'en ai sorti une c'est l'exemple qui est fourni sur le site de Cambridge. Donc, vous venez de déménager et vous écrivez un petit mot à un ami pour lui dire où se trouve votre maison et la pièce que vous aimez le plus. Eh bien, je ne sais pas, moi je ne ferais pas ça. Ça ne me viendrait pas en tête. Hein, Et puis, on va revenir en plus dessus sur cet ami. Hein, ça, c'est le grand fantasme des profs de langue. Et c'est marqué en plus, écrivez en 25-30 mots. Hein, et puis on vous dit bien quand même, donnez votre réponse. Il ne faudrait quand même pas vraiment l'envoyer à un ami. Hein, utilisez la fiche de réponse. Hein. Alors le DELF, c'est un peu pareil. Imaginez-vous que vous appreniez le japonais. Là, vous êtes lancé dans une grande aventure, vous avez fait 6 mois de japonais, vous dites, je vais faire l'examen A1 du japonais. Je ne sais pas si ça existe. Hein. Et puis, vous êtes assis là à une table, en train de faire votre examen, et on vous dit, vous êtes en vacances. On ne vous dit même pas, imaginez que vous soyez en vacances. Hein. Non, c'est vous êtes en vacances. Hein, voyez le pouvoir déjà qu'on exerce sur vous. La première chose à dire serait, excusez-moi, il doit y avoir une erreur, je ne suis pas en vacances. Et ça continue, hein, parce que ce n'est pas fini. Vous envoyez une petite carte postale à un ami au Japon. Vous faites 6 mois de japonais en France, les amis au Japon, peut-être sur Yahoo, enfin sur Facebook, mais sinon vous n'en avez pas beaucoup. Hein. Mais là on vous dit, oui, donc carte postale aux amis au Japon. Alors là il y a la remarque, vous avez le droit d'intervenir. Hein. Il y a la remarque des gens qui disent, surtout quand j'interviens en Afrique, qui disent, mais monsieur, nos étudiants, ils n'ont pas l'habitude d'écrire des cartes postales, ils n'en écrivent jamais, ça n'existe pas chez nous. Oui. Alors, puis après, il y a un moment qu'il y a quelqu'un qui dit « Ah oui, mais on pourrait modifier, on pourrait dire, vous écrivez un email. » Alors moi, je dis non. Si jamais un jour Cambridge vous demande d'écrire un email, ou le DELF, faites une pétition pour sauver la carte postale. S'il vous plaît, sauvons la carte postale. Elle est nulle, mais elle est mieux que l'email. Parce que personnellement, je ne sais pas vous, j'ai jamais écrit un email avec une feuille de papier et un crayon. Et dans les manuels, on n'arrête pas de nous demander de faire des contributions dans les forums, d'écrire des mails, etc., avec un stylo et un papier. C'est une catastrophe, c'est pas comme ça qu'on écrit un mail. C'est apprendre à mettre un objet, mais comment est-ce qu'on fait pour mettre un objet? Mais faire un mail, c'est aussi mettre une photo à l'intérieur, c'est utiliser des émoticônes, c'est avoir un correcteur orthographique qui intervient pour vous en permanence. Donc, il y a plein de choses. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait quand on est en vacances? En fait, on n'écrit pas vraiment. On met une photo sur Facebook
Et là, on met peut-être un petit commentaire. Allez sur le site Noomlang. Qu'est-ce qu'a fait Elke? Elle a mis des photos. Et elle a mis qui était sur la photo. Mais elle n'a pas mis... Maintenant, il y a une conférence donnée par... Non, même pas. Oh, mince. Donc, on est dans un autre monde. Il ne faut pas essayer de faire sur du papier ce qu'on fait sur du numérique. Soit on fait du numérique, soit on fait du papier. Mais donc, moi, je suis pour sauver la carte postale. Vous lui parlez du temps de vos activités, vous lui donnez votre date de retour, 40 à 50 mots. On va faire un petit sondage là, pour pas que vous vous endormiez. Qui a déjà dans sa vie, au moins une fois, écrit une carte postale? Levez la main. Nous sommes tous des dinosaures. Ça rassure. Vous avez écrit des cartes postales. Qui maintenant, vous allez lever la main? Qui, une fois dans sa vie, pas plus, une seule fois dans sa vie, a compté les mots de sa carte postale? Vous êtes normaux. Eh bien, au DELF, on vous demande de compter la carte postale, les mots. Et vous avez pourtant, on vous donne une carte postale. Et j'ai corrigé le DELF à l'époque où c'était le DELF A1, A2, A3, A4. Et j'ai corrigé souvent le DELF A1. Et j'ai eu souvent des étudiants qui arrivaient ici, là, en bas de la carte postale, continuaient sur le papier. Eh bien, ceux-là, ils ne savent pas écrire une carte postale. Essayez de continuer à écrire sur la nappe. Ça n'arrivera jamais. C'est pas possible. Il n'y a pas besoin de compter les mots pour une carte postale. Il y a une limite. Et puisque vous avez tous écrit les cartes postales, vous savez comment on compte les mots sur une carte postale. Et c'est social. Il y a les gens où on sait d'avance qu'on ne saura pas quoi leur écrire. Je vois qu'il y en a qui ont écrit des cartes postales. Hein. Qu'est-ce qu'on fait? On écrit gros. Et il y a les gens où on sait qu'on n'a vraiment rien à leur dire. On écrit gros et en travers de la carte postale. Et ceux-là, on ne fait pas 40 mots. Mais c'est social. Et il y a ceux où on a plein de choses à leur dire. Et on le s'élance. Alors on écrit petit. Et puis il y a un moment... T'as l'expérience, toi, hein? Et il y a un moment, on arrive là. Et qu'est-ce qu'on fait? On retourne la carte postale. Et on écrit tout autour. Et il y a même des gens, quelquefois, qui investissent l'espace interdit. C'est social. C'est à travers ça qu'on voit le lien social. Et il y a des gens à qui on va simplement mettre 2 mots. Et ces 2 mots, on peut se permettre de ne mettre 2 mots que parce que c'est des personnes qu'on connaît très bien. Parce que dire « tu me manques », c'est beaucoup mieux que de mettre « Montpellier, le 13 décembre 2013 ». « Cher », je vous laisse compléter, « tu me manques », signé Christian. Eh bien ça, c'est terrible. Il vaut mieux recevoir une carte postale où c'est marqué « tu me manques ». On reconnaît l'écriture généralement si la personne vous manque. Donc, c'est plein de choses comme ça qui sont du social. Alors moi, j'ai fait le test une fois, parce que le DELF, il vous donne la grille d'évaluation à côté. Et donc, j'ai pris une carte postale que j'avais envoyée à quelqu'un. Et j'ai pris la grille d'évaluation. Alors, je triche un petit peu, évidemment, mais j'ai juste eu la moyenne. Tout juste, j'avais 11. Pourquoi? Parce que je n'avais pas écrit la date. J'ai perdu 0,5 points. Je n'avais pas écrit de formule d'adresse. J'ai encore perdu 1 point. Donc, je suis très mauvais en français. Hein. J'ai niveau A1 en écriture de carte postale. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce n'est pas adapté à la communication et que l'élève, il est bien conscient quand il fait son DELF qu'il n'est pas en train d'écrire une carte postale à un ami. Il n'est pas bête, mais on le prend pour un imbécile. Alors, il nous prend pour un imbécile, nous aussi. Qu'est-ce qu'il fait? Il y a un apprenant qui écrit en effet à quelqu'un. Il fait quelque chose. On est dans l'actionnel. Super. Il écrit à un ami français. Donc, il y a une relation sociale, d'amitié. Alors ça, le prof de langue, il est génial. Parce qu'en fait, il y a des philosophes qui ont écrit des centaines de pages sur qu'est-ce que l'amitié. Et bien, le prof de langue, depuis les années 70, il sait ce que c'est que l'ami. Il y en a partout. L'ami, il existe. Ben pourtant, si vous prenez le TLFI, hein, le Trésor de la langue française informatisé, donc celui qui existe en plusieurs volumes en papier, et vous regardez amitié, c'est un des mots qui a le plus d'écran pour le définir.
parce que très difficile. Et alors, vous avez peut-être regardé la carte postale, il s'appelait Jean de la Pierre, l'ami à côté. Alors je me suis dit, je ne sais pas, peut-être que je le connais, j'ai regardé sur Internet. Voilà 4 exemples de Jean de la Pierre. Ben, j'en connais aucun. Donc je suppose que nos étudiants, ils les connaissent encore moins. Et quand je corrigeais le DELF, j'en avais quelquefois qui, à côté de Jean de la Pierre ou de la personne, commençaient par « Chère Martine ». Pourquoi ? Parce qu'ils ont compris qu'en fait, ils écrivaient bien à une personne, la seule qui les lira, ils écrivent à leur enseignant. Et là, on n'est pas dans de l'amitié. Dans ce plus, c'est l'évaluateur. Dans la plupart des tâches, on est aussi l'évaluateur. Donc maintenant que j'ai bien abîmé ce genre de tâches, qui sont des tâches à classer, d'après la définition, dans les tâches cibles, parce qu'elles sont proches de la vie réelle, plus ou moins, maintenant on peut se dire qu'on n'écrit plus de cartes postales, etc. Mais, en fait, on triche. Et en fait, je trouve que ce serait beaucoup plus honnête quelquefois de dire ben, comment est-ce que tu donnerais la date d'aujourd'hui ? Et on écrit la date d'aujourd'hui. Quelle formule d'adresse pourrais-tu utiliser à un ami que tu connais très bien ? Plutôt que de leur faire une simulation qui est vraiment de la grosse simulation. Et donc l'idée que moi je développe, c'est de se dire, ben, quand on va développer une tâche, quand on va développer notre enseignement apprentissage, de se fixer sur les interactions, de se dire c'est d'abord les interactions qui sont primordiales, et donc de proposer des tâches qui tiennent entièrement compte des interactions, c'est-à-dire d'un vrai destinataire avec un véritable enjeu, et pas simplement écrire. Alors je les ai montrés, essayé de les définir ici. Ce qu'on fait généralement dans les tâches qu'on trouve, c'est on trouve des tâches qui proposent des interactions langagières, cette fois-ci je parle d'interaction langagière, entre les personnes qui la réalisent. Mais dans la vie de tous les jours, il n'y a pas que les personnes qui la réalisent, il y a les personnes qui sont les destinataires. Je prends un exemple d'une collègue qui proposait de faire un programme pour un groupe de retraités. Donc vous imaginez que vous travaillez dans une agence de voyage, vous faites un programme pour un groupe de retraités qui vient dans votre ville. Mais les groupes de retraités, il n'existe pas. C'est-à-dire qu'on va avoir des interactions entre les élèves qui font l'activité, mais il n'y a pas de destinataire, donc il n'y a pas d'enjeu. Donc il n'y a pas de réelle, vraiment motivation de le faire. Et en fait, on le voit, les étudiants y rendent sur un papier écrit à la main avec des ratures. Eh bien, vous faites ça dans une agence de voyage, vous n'aurez jamais personne. Alors, pourquoi s'utiliser le Web 2.0 ? Parce que le Web 2.0, il y a des atouts. J'ai mis 2.0 entre parenthèses parce que je suis tout à fait d'accord, moi, avec ce que disait ce matin Katharina. C'est qu'en fait, le social, il existe depuis très longtemps sur le web. Et vous avez des articles, notamment autour de l'équipe de Claire Cramch, qui a étudié dès les débuts des années 2000, en fait, la participation d'étudiants sur des sites collaboratifs en ligne. Et qui montre, en fait, là, je vous en ai mis quelques-uns, des intérêts, qui disent c'est un accès à la culture populaire, à une autre langue aussi, à une autre façon d'écrire, une façon qui est en ligne. D'ailleurs, elles ont analysé que des étudiants qui communiquaient très bien sur ces médias sociaux avaient de mauvais résultats à l'école ou à l'université. Parce qu'en fait, ce n'était pas le même anglais qu'on leur demandait. C'est généralement des étudiants asiatiques sur des sites de fanfiction ou des choses de genre-là. Mais ça permet aussi de développer et de jouer avec les identités, de voir qui je suis, quelle position j'ai à l'intérieur de ces sites, de découvrir la nature sociale de l'écriture, justement, de voir que ça a un impact, que c'est influencé par le contact social et que ça a un impact, et que ça permet de développer des compétences langagières et de socialisation. Alors, si vous voulez relire, il y en a plein, j'ai mis quelques références. Alors, vous voulez du concret, je suppose, parce que là, il nous reste 10 minutes, donc 9 minutes maintenant à peu près. Eh ben, c'est la petite pause publicité. Vous pouvez acheter le livre Le Web 2.0 en langue, voilà. Et quand même, on va vous en offrir du gratuit aussi un petit peu, puisque le projet Babelweb et Babelweb Pro, Isabelle est là et elle a participé aussi au projet. Nous proposons sur la rubrique pour les profs, vous avez des fiches pédagogiques avec des tâches à réaliser sur le Web 2.0 dans une approche interactionnelle. Donc là, vous pouvez les télécharger, c'est entièrement gratuit. Et je vais vous donner quelques exemples. Le premier exemple, c'est Wikipédia. Alors là, c'est une expérience que j'ai faite avec des étudiants, donc qui avaient un niveau plutôt B2, B1 plus B2, qui apprenaient le français à la langue étrangère à l'époque où j'étais à Salzbourg. Et je leur ai demandé de mettre dans Wikipédia France des articles présentant leur ville d'origine. Alors je veux dire que maintenant, c'est un petit peu plus difficile parce que Wikipédia a beaucoup grossi,
Alors, avec des collègues à La Réunion, on a essayé de penser à comment est-ce qu'on pouvait le repenser. Par contre, il manque d'entrée sur des spécificités culturelles des différentes cultures. Donc là, il y a encore tout un travail, on peut encore mettre beaucoup de choses à l'intérieur. Nous, on travaille avec nos étudiants réunionnais sur justement la culture réunionnaise, faire rentrer la culture réunionnaise dans l'encyclopédie Wikipédia. Donc, ils ont dû produire un article qui présentait leur ville dans Wikipédia. Et à la fin, j'ai analysé les contenus, questionnaires, entretiens, etc., etc. Et je vous donne quelques résultats. D'abord, ils ont été extrêmement motivés. De toutes les activités qu'on a faites, la orange, c'est celle qui représente Wikipédia. Ils devaient estimer de 0 à 6 le degré de motivation, d'intérêt que ça a suscité chez eux. C'est l'activité qui a suscité le plus d'intérêt que l'écriture de CV qu'ils m'avaient demandé à moi d'aborder dans le cours. Alors pourquoi ? Ça les a motivés parce que c'était pour de vrai. Ce que vous avez en citation, c'est ce qu'ont dit mes étudiants. C'est pas moi qui l'ai inventé. Ils ont dit, c'est pas pour le prof, c'est pas pour nous, c'est pour de vrai. Tout le monde va pouvoir le lire. C'est un travail durable qui fait sens. Et ça, je pense que c'était important. Et d'un autre côté, on avait aussi un facteur de motivation d'excellence parce qu'ils savaient qu'ils publiaient dans un contrat social sur Wikipédia, qu'eux-mêmes avaient des attentes vis-à-vis de Wikipédia, puisqu'ils étaient à la fois consommateurs et à la fois acteurs sur Wikipédia. Et donc, ils savaient qu'il fallait une certaine compétence. J'ai mis l'article, un lien, vous pourrez aller voir si vous voulez à quoi ça ressemble. Et puis je vous proposais quelques autres exemples. Alors là, c'est plus anecdotique. En quelque sorte, c'est passer un petit peu quelques exemples sur lesquels vous pouvez travailler avec vos étudiants. Je ne sais pas si vous connaissez Questions-réponses de Yahoo. C'est un site. En fait, je dis, exploitons sur Internet l'ennui de notre société. C'est très triste, en fait, comme activité. Mais Yahoo Questions-réponses, c'est vous pouvez poser des questions. Et il y a des gens qui s'ennuient devant l'ordinateur, qui ne savent pas quoi faire. Ils sont là, collés devant leur ordinateur, et ils attendent qu'on leur pose des questions. Donc, ils sont contents de répondre aux questions. C'est une sorte de forum, mais en synchrone, quasiment. Quand vous posez une question, vous obtenez des réponses dans les 15 à 30 minutes qui suivent, et puis après, c'est fini, parce qu'après, c'est les autres questions c'est par ordre antéchronologique, donc ça disparaît. Alors, je vais vous montrer un exemple qui... Pardon, c'est bien là, mais... Vous n'allez pas pouvoir le lire, mais c'est pour vous montrer que ça existe vraiment. Il me semble qu'on peut faire un travail sur le culturel ou l'interculturel. Évidemment, c'est tout à construire. Là, je ne fais que montrer un petit morceau de l'activité. C'est de se demander, mais quelles questions poser à des francophones ? Et je l'ai fait avec des collègues au Mexique où on l'a testé dans les conditions réelles, où là, ils se demandaient, mais quelle est votre image du Mexique ? Et on peut créer ce lien social, enfin l'interaction sociale, la définir aussi, parce que si vous posez qu'une question, vous êtes une personne qui n'a pas d'existence réelle. Donc de se donner une existence un petit peu sur Internet en disant, nous sommes un groupe d'étudiants, on a un petit peu triché, mexicains, on apprend le français, on aimerait savoir comment vous voyez notre pays. Et en fait, là, on obtient des réponses tout à fait intéressantes et où on peut retravailler avec les étudiants après sur leur vision de leur propre pays, la vision que les autres ont, sans généraliser, parce qu'on n'a quand même que quelques réponses. Mais l'atout pour les étudiants, c'est que c'est des réponses qui n'ont pas été apportées par le prof, mais qui ont été générées par leurs questions. Par justement le lien aussi qui peut se tisser doucement, parce que la réponse suivante, justement, vous ne le voyez pas, mais je peux vous le dire. La personne s'adresse vraiment aux personnes, aux étudiants, en leur disant « Enfin, je vous souhaite bon courage pour l'apprentissage du français. Vous découvrirez des merveilles à foison et elle vous apportera 1000 satisfactions. » C'est presque de l'alexandrin. Donc, on voit qu'il y a autre chose qui se crée et ce n'est pas simplement je réponds à une question ou je pose une question. Et ça, je pense que c'est important. Souvent, l'élève ne fait que ce qu'on lui dit de faire et il oublie le social. Il me reste 5 minutes, là ? 5. Donc, je vous donne l'exemple à Barcelone, rencontre de profs de français. Et puis, il y avait invité pour une table ronde Benjamin Biolay, que je pense que vous connaissez tous au moins de nom. Et il y avait eu un concours organisé par l'Institut français de Barcelone qui était 3 étudiants, je ne sais plus si c'était les écoles officielles ou dans les lycées, etc.,
qui gagnerait ce concours pourrait venir poser une question à Benjamin Biolay. Donc il y a 3 étudiants là, qui arrivent sur la scène, qui se mettent là, en randonnion. Ils sont un peu impressionnés, évidemment. Et puis le premier, on lui passe le micro pour poser une question. Et je ne sais plus quelle question il a posée, mais j'invente la question et qui dit, en gros, qu'est-ce qui vous inspire ? Et puis le deuxième pose sa question, je ne sais plus, depuis combien de temps écrivez-vous des chansons ? Ils ont posé leur question parce qu'on leur a dit qu'ils étaient habilités à poser une question. Mais ils ont complètement oublié le social. Les profs qui avaient le droit de poser des questions ensuite, qu'est-ce qu'ils ont fait ? La plupart, même tous, ont créé une relation entre le je et le tu. Du genre, oui, bonjour, je m'appelle Christian, je suis prof de français à Salamanque. Et en fait, moi j'écoute beaucoup vos chansons. Et je me demande, ou l'autre qui disait, écoutez, moi je ne connaissais pas du tout. Mais en gros, ils ont tous créé du je et du tu. Ils n'ont pas simplement fait un acte de parole. Et souvent, nos étudiants en restent à l'acte de parole, vous lui parlez du temps, etc. Mais ils ne voient pas le social de la carte postale. Donc là, vous avez Yahoo questions-réponses, vous les avez pour plusieurs langues. Alors, je ne sais pas si vous l'avez fait, moi je l'ai fait pendant des années, il faut bien que je confesse aussi. Écrire des recettes de cuisine à vos étudiants, ça vous est arrivé ? Oui ? Et ben moi, j'en ai fait écrire des centaines de cartes de recettes de cuisine à mes étudiants. À un moment, je commençais à m'ennuyer, donc je leur faisais écrire des recettes de cuisine magiques, comment un filtre d'amour, des choses genre là, ils préféraient d'ailleurs. Mais toutes les recettes de cuisine, je peux vous l'avouer, j'ai jamais essayé d'en faire une seule. Jamais. En fait, qu'est-ce que je corrigeais ? Je corrigeais la langue. Essentiellement. Que ce soit grammaire de texte, grammaire lexique, etc. Or, quand on écrit une recette de cuisine, ce qui est relativement rare d'ailleurs, mais on a tous peut-être écrit à un moment ou un autre des recettes de cuisine. Quand j'étais jeune, je faisais mon petit livre de recettes de cuisine. Donc, je recopiais des recettes de cuisine. Et puis, de temps en temps, vous avez quelqu'un qui vient chez vous, lui faites quelque chose qui est particulièrement bon, et il vous demande « tu pourrais pas me donner la recette ?» Donc de temps en temps ça arrive. Mais quand on fait une recette de cuisine, c'est avec l'intention, ou quand on la lit, peut-être un jour ou l'autre de la faire. Mais pour l'élève qui vous l'écrit, il sait très bien que c'est pas pour ça, que c'est uniquement pour la langue. Et après tout, s'il met 300 grammes de farine ou 200 grammes de farine, c'est pas grave, vous essayerez pas. Or, on dit bien dans la perspective actionnelle et dans le cadre qu'en fait, les tâches sont pas seulement langagière. Il y a autre chose derrière la tâche. Si on veut vraiment faire de la tâche, il faut aussi la faire correctement. Ou alors, arrêtons de dire qu'on fait de la tâche dans ces cas-là. Et là, c'est vraiment ça. Il y a du côté langagier, mais il y a un côté non langagier qui est la réussite culinaire. Donc l'idée est très simple, c'est de se dire, on va sur un forum de cuisine très actif et on partage sa recette. Et là, si vous allez sur un forum de cuisine très actif, les forums de cuisine sont vraiment très actifs. En France, Super Toinette, il y a des centaines de publications tous les jours par des gens comme nous. Eh bien, vous obtenez une réponse généralement. Et la réponse, c'est pas « t'as oublié un S à aubergine ». C'est « moi, j'ai mis moins d'aubergines et plus de ». Et c'est meilleur. Ou alors « merci, je vais essayer ». Ou alors « merci, j'ai essayé, c'était super bon ». Donc, on voit que la communication est à un niveau complètement différent. Alors, je ne sais pas si vous connaissez le site, on fait raconter aussi des petites choses, des petits événements à nos étudiants. Là, c'est en 300 caractères, je crois. Vie de merde. Si vous ne connaissez pas, allez-y, vous y passez la soirée. Pour ceux qui s'ennuient le soir. Donc, vie de merde, c'est en fait, vous allez raconter un désagrément qui vous est arrivé. Alors, je sens que vous avez envie de connaître le site. Donc, je l'ai ouvert. Il existe en anglais. Je ne vous mets pas les premiers. Par exemple, aujourd'hui, j'ai été collé car je n'avais pas fait signer mon contrôle auquel j'ai eu 19 sur 20. Et ça finit toujours par VDM, vie de merde. Ou bien, aujourd'hui, j'ai confisqué le portable de l'un de mes élèves. Je suis enseignante en petite section. Donc là, c'est l'occasion de faire raconter un petit événement en quelques mots et de le poster. Alors, à la différence des autres sites dont j'ai parlé, celui-là est modéré. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que ce soit pour être publié.
et vous obtenez des commentaires. Les gens s'ennuient, hein, c'est terrible. Mais vous avez des commentaires sur celui-là, là, aujourd'hui j'ai été collé, a été posté ce matin à 7h37, il a déjà 82 commentaires. Ah oui, et il y a 17 401 personnes qui disent « Je valide, c'est vraiment une vie de merde », et 2330 personnes qui disent « Tu l'as bien mérité ». Ça, simplement, quand on va le publier, il va falloir vraiment que ce soit quelque chose qui amuse les gens, qui rentre dans le cadre du contrat social du site pour être validé. Et là, c'est plus le prof qui dit « c'est pas bon, c'est pas bien », c'est l'évaluation sociale qui le dit. Alors, je vous ai mis aussi, l'activité avait déjà été proposée par François Mangenot et puis Elisabeth Louveau dans leur livre en 2006, participer à un forum de voyage. Vous avez plein d'étrangers qui veulent venir en France et qui posent des questions sur des forums de voyage, ou de Français qui veulent aller si vous êtes ancien de FLE, dans les pays de vos enseignants, de vos apprenants, et qui posent en français des questions. Donc là, allez sur le Routard pour le français, mais allez sur les sites de Lonely Planet, je fais la publicité gratuite, pour les autres langues. Et il y a plein de gens qui vous posent des questions, mais ça peut être, là, j'étais à Buenos Aires, on a regardé sur Buenos Aires, les questions sont, voilà mon plan de voyage, est-ce que tant d'argent va me suffire par jour ? Est-ce que le pass, je ne sais plus trop quoi, des avions de la ligne locale, ça vaut le coup ? Qu'est-ce qu'on peut me conseiller comme logement dans telle ville ? Sur le tas, dans les postes récents, il y en a peut-être auxquels nos étudiants peuvent participer. Et je pense que c'est intéressant parce que là, c'est l'étudiant a un savoir à partager. Généralement, l'étudiant, c'est celui qui ne sait pas et qui doit apprendre. Mais là, grâce au français, il doit pouvoir partager un savoir, ou grâce à l'espagnol, ou grâce à l'italien, la langue qu'il est en train d'apprendre. Bref, parce que c'est la fin, si je résume, l'idée de cette approche actionnelle, c'est vraiment là d'agir, d'être ancré dans la vie réelle. Parce que Muriel et puis Françoise disaient, mais il ne faut pas tomber dans l'actionnisme, justement. Il ne faut pas que ça devienne simplement, on le fait pour le faire, mais de voir comment est-ce qu'on peut l'articuler avec l'enseignement et l'apprentissage des langues. Et il me semble, au risque d'attirer les courroux de Françoise, mais j'ai parlé d'authenticité, parce qu'il me semble qu'on peut retomber sur une autre authenticité, l'authenticité de la classe. Parce que la communication, elle va se faire avec l'extérieur. Au sein de la classe, on va pouvoir travailler sur la réflexion sur la langue, on va pouvoir travailler sur l'accompagnement de l'étudiant dans la réalisation de la tâche, qu'on n'a pas dessiné, qu'on n'a pas conçu nous-mêmes, qui est conçu de l'extérieur. Tout à l'heure, Annick posait la question, mais sur les réseaux sociaux qu'on crée pour nos étudiants, ils n'y vont pas parce que c'est créé de l'extérieur, c'est créé par le prof, justement. Là, ce n'est pas créé par le prof, c'est des gens qui ont vraiment besoin d'informations, qui attendent vraiment qu'on vienne les désennuyer le soir devant leur écran. Donc, il y a ce côté d'articuler ensuite, la communication, elle est avec l'extérieur, d'où l'idée d'ancrage dans le monde réel, et le travail sur la langue va pouvoir se faire en cours avec le prof. Et l'élève l'apprenant qui aura du mal à exprimer quelque chose va pouvoir demander de l'aide, où le prof va prévoir éventuellement les étayages qui vont être nécessaires. C'est ça l'idée d'ancrage dans la vie réelle. C'est cette articulation entre je ne suis pas entièrement dans la vie réelle puisque je suis en même temps dans la classe. C'est ça l'avantage aussi d'Internet, c'est qu'on est ici et ailleurs à peu près simultanément. On va dépasser la simulation, et quand je dis dépasser la simulation, justement, c'est dépasser la simulation du destinataire surtout. On s'adresse à un destinataire qui est intéressé par ce qu'on lui dit ou chez qui on va susciter un intérêt. Ça va permettre de développer, à mon avis, et d'après les expériences que j'ai pu faire, développer des réelles compétences de communication qui ne soient pas faussées dans la situation par la présence du prof. Parce qu'il est clair que je ne vais pas évaluer ce genre de choses. Je leur donne l'occasion de pratiquer, de s'entraîner, d'apprendre avec moi. L'évaluation, je la ferai à part, sur une tâche similaire, en simulation. D'où, tout à l'heure, je disais, ce n'était pas très fair-play de ma part vis-à-vis de l'analyse, parce que dans l'évaluation, si je ne veux pas interférer dans la communication en étant l'évaluateur, donc la personne première à qui j'écris,
Si vous faites écrire une recette sur Toinette, Super Toinette, en disant « je vais aller, envoyez-moi le lien vers votre recette et je vais l'évaluer », c'est foutu. Hein, ils vont de nouveau écrire pour vous, essentiellement. Donc je dis, on va le faire en simulation. Dans ce cas-là, on va dire, oui, on va écrire une carte et on a le droit, quand on est prof, aussi de dire, je vais donner un peu plus de place au linguistique et au langagier. On a le droit de le faire. Encore que moi je dis, il faudrait en fait, pour la carte postale, puisque l'élève fait semblant d'écrire à un ami en nous écrivant à nous, il faudrait qu'en tant qu'enseignant, on corrige en faisant semblant d'être un ami. Hein, on reste un enseignant, mais qui fait semblant d'être un ami. Et en fait, je ne sais pas vous, mais si un ami n'est pas content avec moi parce que j'ai fait des fautes de français dans ma carte postale, c'est pas un ami, ou c'était un ami. Hein, Et on peut varier, justement, selon la personne à qui j'écris, j'ai des degrés d'exigence évidemment différents. Quand je travaille sur Wikipédia, le degré d'exigence est haut. Mais les élèves se rendent compte d'eux-mêmes, les apprenants. Ils ont eux-mêmes ce degré d'exigence sociale, en quelque sorte. Quand ils écrivent une recette, ils savent que socialement, on n'a pas besoin d'autant. Donc on va développer cette réelle compétence de communication et d'action, en fait, me semble-t-il. Et prendre compte que c'est les interactions sociales, justement, qui définissent l'action et la communication. Donc l'apprenant va pouvoir devenir un usager et un acteur social à part entière. Alors il va falloir l'entraîner. Alors il ne s'agit pas de faire que ce genre de type de tâches, parce qu'évidemment, on expose en permanence. Hein, on expose, mais avec la protection du double ancrage, puisqu'on est aussi ancré dans la classe. Donc on va pouvoir protéger l'élève. Et l'enseignant, je pense, a ce double rôle d'aider, sous des formes différentes, d'accompagner, mais aussi de protéger et de proposer son aide. Moi, ce qui s'est passé sur Wikipédia, c'est qu'en fait, 50% de mes étudiants m'ont envoyé, ça m'était encore jamais arrivé, ils m'ont envoyé par mail leur texte en me disant « Monsieur, vous ne pourriez pas jeter un œil dessus ?» Habituellement, c'est moi qui leur disais « Et vous n'oublierez pas de me rendre votre devoir !» Et les autres, ils ont envoyé généralement à des amis français qu'ils connaissaient pour avoir un feedback. Donc c'est ça qui me semble intéressant, ça va aussi changer le rôle de l'enseignant et la relation qu'on peut avoir avec l'apprenant. On va vraiment pouvoir redevenir enseignant de langue et de communication, mais en mettant la communication avec l'extérieur et en faisant le travail plus d'apprentissage dans la classe, en se disant qu'évidemment, toute pratique est aussi un apprentissage. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez lire le livre, et puis je suis disponible pour toutes les questions que vous pourriez avoir. Brigitte Fraîche, je suis au CNAM à Paris et je travaille surtout en accompagnement individuel, dans des parcours personnalisés. Donc ce n'est pas une question, c'est un complément à ce que vous venez de dire, parce que moi je suis incroyablement surprise chaque année du nombre de pistes et de situations que les adultes qu'on accompagne en formation trouvent spontanément eux-mêmes et qui nous apportent en fait. Et du coup, quand ils nous les apportent, après on peut engager une sorte de dialogue sur comment exploiter encore mieux cette situation qu'ils ont trouvée. Donc, la semaine dernière, j'avais un informaticien devant moi qui s'était mis dans la tête de progresser en expression écrite en anglais. Il m'a rien demandé. Il est allé s'inscrire sur un forum informatique en tant que personne expert et il a passé sa semaine à répondre à des questions sur Java. En me disant, j'ai bien fait attention à faire des phrases correctes, mais c'est pas moi qui lui avais dit, et à regarder comment on me répondait, etc. Donc après, moi, je lui ai dit, la fois prochaine, apportez-moi des exemples de ce que vous avez écrit si vous le souhaitez. Mais je veux dire, ça lui est venu spontanément. L'année dernière, une femme d'un niveau, on va dire A2 en anglais, qui essayait de travailler son expression orale et enfin un petit peu tout d'ailleurs, un jour est venue en me disant ça m'a donné envie de passer une annonce pour faire un échange d'appartements en famille. Alors j'ai passé du temps parce que je suis allée voir les annonces et puis j'ai essayé d'écrire la mienne et puis il y a des gens qui m'ont écrit, j'aurais répondu, voilà. Et un dernier exemple aussi, c'est ceux qui s'inscrivent maintenant pour guider des étrangers dans Paris comme greeters. Voilà, donc c'est 3 exemples, mais il y en a encore plein d'autres. Moi, chaque semaine, ils m'en apportent. Il y a aussi toutes les communautés de gamers, ceux qui sont dans les jeux vidéo en ligne, et ils communiquent tous en anglais. Voilà. Il y
y a beaucoup de recherches sur les jeux en ligne, justement, et sur l'apprentissage à travers les jeux en ligne. En fait, en petite parenthèse, je ne publie pas les exemples parce que c'est de mes étudiants, mais quand on les fait travailler là-dessus, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'étudiants qui connaissent déjà plein de sites où on peut le faire, c'est-à-dire qu'ils le font en effet dans d'autres langues que celles sur lesquelles on travaille, mais qui sont déjà relativement aguerris dans ce genre d'utilisation. Alors, Christelle Hopp, IRFLE, Université de Nantes. Alors, moi, j'ai tenté des expériences comme ça parce que j'avais justement lu votre livre qui fonctionne bien, mais je me suis retrouvée confrontée en fait à un problème de... lorsque les étudiants publient, il y en a certains qui ne veulent pas publier sous leur nom. Et donc, je voulais savoir comment est-ce que vous gériez... Mais tout à fait, c'est une bonne connaissance d'Internet. Je pense que ça fait partie de nos objectifs, je pense aussi, d'apprendre à gérer son identité numérique. Et donc là, je dis, personnellement, je ne publie jamais sauf les articles scientifiques, mais sinon, je n'interviens jamais sous mon vrai nom. En fait, j'ai créé un compte Facebook, même pour le colloque, mais sinon, j'ai un compte Facebook complètement anonyme. C'est-à-dire que je pense que c'est une très, très bonne chose. L'important, c'est qu'il participe et de l'introduire dans un scénario pédagogique. Là, je n'ai montré que la partie sur le web 2.0, en quelque sorte, mais c'est inclus à chaque fois. Par exemple, quand on travaille sur Yahoo questions-réponses, il est clair qu'il faut les inciter à ne pas publier forcément sur leur compte normal, mais souvent, on a des étudiants qui ont 2-3 comptes, comme nous. Et donc, là, c'est vraiment inséré, c'est de dire aussi, oui, dans les tâches que je propose, généralement, c'est des tâches où on n'a pas besoin d'Internet en classe. C'est-à-dire que, parce que souvent, c'est très difficile à gérer. Donc, on prépare à l'avance, on choisit des questions, c'est-à-dire qu'il y a aussi un travail sur quel type de questions est-ce qu'on peut poser, comment est-ce qu'on peut se placer vis-à-vis de ces questions. C'est un travail intéressant. Et ensuite, il y a 1 ou 2 élèves qui sont responsables de poster là où les questions en ligne et de rapporter les réponses. Maintenant qu'ils aient posté justement sous un nom ou un pseudonyme, je trouve qu'au contraire, c'est une très très bonne réaction. Merci Christian.